Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Un petit signe, un petit coucou de Jean-Philippe qui nous prépare la suite, mais qui sera là demain, soyez sans crainte. Et il vous l'avait dit d'ailleurs hier. Et puis aujourd'hui, nous allons partir dans toutes sortes de directions. Nous allons continuer bien sûr à parler des chiens de traîneau, mais nous allons élargir la région. Nous serons tout autour du pôle Nord. Et puis, puisque nous serons du côté du pôle Nord, un rafraîchissement tout d'abord pour présenter les invités, un rafraîchissement du jeudi. C'est le camarade Maurice Rider qui est... C'est des renoncules, ça, hein? C'est des renoncules, oui, cher ami. Renoncules. Alors, bienvenue aux renoncules, bienvenue à Maurice du même coup. J'en profite pour présenter l'ensemble de nos invités. Vous en connaissez certains. Éric Nicolier, 22 ans, vaudois d'Alaska, qui a réussi, voilà, moins de 15 jours à terminer la Yukon Quest, une des courses de chiens de traîneau les plus difficiles au monde. À côté de lui, Claudine Dubois, qui a la particularité d'avoir suivi, voilà, quelque temps la Quest, mais de connaître très bien aussi la Sibérie, où nous étions ensemble, on va tout dire, mais c'était il y a longtemps. À ses côtés, Pierre-William Henry, qui est photographe et qui fut en Sibérie, vous l'avez compris, on sera plus en Sibérie, et en particulier en Tchoukotka qu'en Alaska. Alissa, tu t'es pas blessée, c'est un tatouage, ça? Non. Oui. Oh, pas un vrai tatouage. Quel âge as-tu, Alissa? 7 ans. 7 ans. Alors, à côté de toi, c'est bien ton papa, ça? Oui, ton papa, Yvon Xonka, il travaille à l'université de Neuchâtel, en particulier histoire, archéologie, et il se trouve que ton papa, il a aussi une femme qui est aussi ta maman, et qu'on va voir entrer parce que ça, c'est une surprise. Mais avant cette surprise, elle est là-bas, tu le sais, mais avant cette surprise, moi j'ai une question à poser. Hier, on parlait de chiens, et on a vu des chiens qui couraient en Alaska. Et maintenant, je voudrais que tous ceux qui ont suivi cette émission hier et les jours précédents regardent le document qui va venir et qu'ils nous disent, qu'ils soient capables de nous dire après, d'où viennent les chiens qui vont courir. Voilà, alors quand même le premier concerné, Eric, vous avez une idée? J'ai une idée, ouais. Une bonne? J'espère que oui, si les journalistes ne sont pas trompés. Ça serait où? Au Groenland, je pense. C'est juste, le journaliste c'était moi, donc je peux certifier que ça l'est. C'est vrai. Et alors les chiens, quelle est la race? Je pense que c'est des chiens de là-bas, des Groenlandais. D'accord. Et est-ce que Rebecca, votre femme, les aurait reconnus? On peut lui poser la question. Rebecca, do you know where those dogs comes from? And where it has been filmed? I know that they look like Siberian Huskies, sort of, but not really. But I know they do the fan hitch and Eskimos. En fait, l'attelage est différent. Il est en éventail.
Oui. but I'm not really sure Mais where elle peut those pas, stars c'est are sûr, elle from. pense à la Sibérie. Ben non, c'est pas la Sibérie, it's Greenland. Oh, Greenland. Voilà. Bon, mais ça c'était juste un aparté pour vous dire qu'on avait parlé de toutes les régions circumpolaires aujourd'hui et pas seulement de l'Alaska. En revanche, bien sûr, de la Sibérie et en particulier de l'extrême Sibérie, de la péninsule des Tchouktches qui est vraiment en face de l'Alaska. C'est vos voisins, bon, pas par rapport à Fairbanks, mais par rapport à Nome qui est au bout de l'Alaska. C'est à moins de 100 km et pourtant il n'y a pratiquement aucun contact. Et pourtant il y a aussi beaucoup de choses en commun, à commencer par les traditions, les origines et la chanson. Voici la maman d'Alissa. Olga Letikai Xonka ne nous rejoindra que dans quelques minutes. Vous avez vu qu'elle était vêtue de peau destinée à se protéger contre le froid et l'hiver. On ne va pas lui infliger le supplice qui consisterait à les conserver. Donc dans quelques minutes, elle nous rejoint et elle pourra à ce moment-là nous parler des origines de ces traditions de Tchoukotka, puisque cette région s'appelle la Tchoukotka, là où vivent les Tchouktches. Mais en fait, si nous connaissons un petit peu mieux que d'autres ces régions, vous bien sûr, parce que c'est votre métier, mais je pensais à Claudine et moi, c'est parce que nous y étions il y a 7 ans, et que tout à coup l'histoire s'est arrêtée. Voici comment, en notre absence, on racontait cet arrêt brusque de l'histoire à la télévision suisse romande. Madame, monsieur, bonsoir. 8 ou 9 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres ont été sérieusement blessées aujourd'hui dans un accident d'hélicoptère qui s'est produit en Sibérie orientale. Parmi les victimes, plusieurs Suisses. Ceux-ci participaient à l'expédition Transsibering, sponsorisée par Longines. Une expédition à but scientifique qui avait débuté il y a maintenant plusieurs mois. Thérèse Aubrecht, vous êtes en direct avec nous de Moscou. Alors, qu'en est-il à l'heure qu'il est du bilan, précisément ? Écoutez, le médecin m'a dit que l'accident est survenu à 3 heures locales. D'après mes comptes, c'était environ 5 heures ce matin en Suisse. Les blessés ont mis 5 heures jusqu'à l'arrivée à l'hôpital où ils ont été opérés. Le médecin m'a dit qu'une femme était dans un état grave, une russe, journaliste russe, et les 12 autres blessés, leur vie n'est pas en danger. Et le médecin a dit qu'évidemment leur hôpital était relativement mal équipé. On leur avait dit aussi que 2 avions américains, des Falcon, devaient partir de l'Alaska pour évacuer les blessés sur l'Alaska. Et je crois que les avions américains attendent l'autorisation de la Russie. D'autre part, il y a des avions militaires russes avec des médecins qui sont en route pour cet endroit reculé en Sibérie, mais eux aussi mettront environ 15 heures pour y arriver.
Voilà, il se trouve que nous sommes, on peut quasiment dire, deux miraculés de cet événement, puisque nous étions montés, je dirais, accidentellement dans l'hélicoptère qui n'est pas tombé. Mais c'est vrai que ça a marqué pour nous la mémoire, au point qu'alors que nous sommes confrères journalistes et que nous nous voyons habituellement beaucoup, c'est la première fois que nous nous revoyons, comme si nous avions voulu faire un deuil, comme si c'était encore trop frais pour en parler. J'imagine que ça vous avait à l'époque marqué autant. Oui, profondément. Et d'entendre de nouveau ce rappel, ça fait remonter beaucoup de souvenirs, effectivement. Alors presque immédiatement, le but évidemment n'est pas de revenir sur cet accident, mais presque immédiatement après, avec les quelques images que j'avais conservées de ces moments, j'ai essayé de le remettre en situation. C'était en 93, donc c'est pas un montage d'aujourd'hui, mais ça permet tout de même de déboucher sur l'émission d'aujourd'hui. Du 1er mars au début mai, l'expédition Transsibéring traverse d'ouest en est la Sibérie au nord du cercle polaire. Une première sur cet itinéraire et à cette saison. À l'arrivée, le vendredi 14 mai, le chef de l'expédition hisse le drapeau suisse en l'honneur de son principal sponsor et en présence d'une quinzaine de journalistes russes et étrangers. Le samedi 15 mai, peu avant midi, scientifiques, journalistes et trappeurs prennent place à bord de 2 hélicoptères pour une ultime visite aux peuplades autochtones, Tchouktches et Esquimaux. Vers 14h, par faible visibilité, l'hélicoptère numéro 2 s'écrase sur la banquise. Il y aura 8 morts et une dizaine de blessés, mais les passagers du premier hélicoptère ne le savent pas encore. Ils ont atterri, sans encombre, dans un village tchouktche de 300 âmes, au bord de la banquise, Enourmino. Aucun étranger ne s'est jamais arrêté ici. Les enfants nous font la fête. Une guitare sort de sa boîte. Un collectionneur amateur exhibe pour nous quelques pièces rares, des gravures effectuées sur des os de mammifères marins et qui racontent l'histoire de son peuple. Pêche à la baleine, longue quête du morse, combat contre l'ours solitaire, élevage du renne au temps où les Tchouktches étaient encore nomades. Aujourd'hui, sédentarisés de force, les Tchouktches ne pratiquent plus que la chasse au renard, au loup ou au morse. En fin d'après-midi, nous n'avons toujours pas reçu l'autorisation de redécoller. Nous devrons passer la nuit ici, le directeur de l'école nous offre l'hospitalité. Et c'est alors que nous parvient la nouvelle. On a trouvé le deuxième hélicoptère. Oui. Comme brûlé à la moitié. Par terre. Oui. 6 personnes sont mortes. Oui. Et les autres blessés? Gravement? Gravement. 6 personnes sont mortes. 6 passagers. 6 passagers sont morts. C'est seulement au matin du dimanche que nous connaîtrons l'identité des 8 victimes. 2 des 3 pilotes, un journaliste, une ethnologue et un trappeur russe, un caméraman et une journaliste venus de France, et le Suisse Roger Rossier qui représentait Longines dans cette expédition. Pour nous autres survivants, c'est désormais à travers leur mort que nous nous souviendrons de ce petit bout d'univers, loin de tout, là où des hommes avaient décidé d'aller à la rencontre d'autres hommes pour partager un peu de leur vie. Oui, c'est vrai que aujourd'hui encore, on ne s'y habitue pas vraiment. Mais Claudine, je voudrais vous demander, parce que vous l'avez suivi plus que moi depuis ce moment-là, ce qu'est devenu en particulier la Fondation Roger Rossier, puisque à la suite de sa mort, des gens s'étaient regroupés
pour essayer d'aller apporter un peu d'aide dans ce coin que nous avions découvert réellement par accident. Bon, c'était déjà l'idée de Roger Rossier, d'assurer une continuité. Et la souffrance des proches des défunts de la Transsibéring a permis la naissance de cette fondation qui a réuni des fonds et qui, par l'intermédiaire de Médecins du Monde, a contribué à la création d'une école de soins infirmiers à Anadyr, la capitale d'Atchoukotka. Et Médecins du Monde a suivi ce projet pendant 2 ans, mais bien sûr l'école était dirigée par des Russes, a été créée par des Russes, mais enfin Médecins du Monde a été présent pendant 2 ans. Ensuite il s'est retiré de ce projet, mais la fondation a continué de soutenir Médecins du Monde en Tchoukotka, actuellement grâce à Yvon Tsonka et Olga, qui sont les conseillers techniques de la mission de Médecins du Monde en Tchoukotka et qui travaillent avec une ONG locale qui lutte contre l'alcoolisme dont Yvon me disait encore hier que c'était le principal problème de santé là-bas en Tchoukotka. Et cette fondation a un très beau nom, elle s'appelle Doverje, qui veut dire espoir. Merci. Merci, mais je crois que du coup on comprend pourquoi on est tous là d'une certaine manière. Et il va falloir avancer dans la découverte de ce coin. Vous savez, il y a des gens qui parfois, mais c'est des gens riches, prennent une épingle, la posent sur une carte du monde, et puis à l'endroit où l'épingle arrive, dire « c'est là que je veux découvrir la vie et le monde ». Et là, on l'a découvert dans ce village de Nourino, où il n'était même pas prévu que nous nous arrêtions. Alors bien sûr, on a un certain nombre de documents. Olga, elle, qui va nous rejoindre dans quelques instants, eh bien, elle est native de quelques centaines de kilomètres au sud, en Tchoukotka aussi. Peut-être en parallèle de la rencontre d'Eric et de Rebecca en Alaska, si proche, peut-être même en l'absence d'Olga, mais vous pouvez venir, Olga. Venez. Peut-être est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous l'avez rencontré, comment vous vous êtes rencontrés? C'était en 1991 et c'était l'époque où l'Union soviétique s'ouvrait enfin aux chercheurs étrangers dans ces régions-là, qui a jusqu'à ce moment-là été complètement fermée pour des raisons stratégiques, militaires. On n'entrait pas. Et c'est un peu par hasard. À ce moment-là, je travaillais au Canada sur les Inuits du Canada. Et on m'a proposé, parce que j'avais déjà cette expertise du Nord, d'aller découvrir le nord-est de la Sibérie. Et c'était une grande expédition qui, à ce moment-là, était encore organisée par les Russes eux-mêmes, qui avaient trouvé un financement important, qui avaient des moyens, un bateau, des avions, des hélicoptères. Nous avons eu de la peine à nous y rendre, mais ça, c'est une chose qui est tout à fait habituelle en Russie. Et nous avons débarqué au Kamtchatka, à Petropavlovsk, au bord de la mer. Et je me souviens encore que la première fois que j'ai vu Olga, c'était à l'aéroport. Elles étaient venues nous accueillir à l'aéroport de Petropavlovsk. Elles étaient 2 de l'Institut Herzen de Saint-Pétersbourg. Olga, à ce moment-là, étudiait loin de chez elle, à 6000 km de chez elle, pour devenir institutrice et retourner dans sa région. Et c'est là qu'on l'avait contactée. On lui avait demandé voulez-vous faire partie de cette expédition, accompagner des scientifiques étrangers et ensuite rentrer chez vous en vacances. Et voilà. Bien, bienvenue, bon retour sur ce plateau. Vous êtes dans une tenue plus légère là maintenant. Oh oui. Merci. Il a dit la vérité concernant votre rencontre? Oui. C'est bien comme ça. Tout à fait comme ça, oui. Écoutez, on en parlera tout à l'heure. On était donc à Enourmino, c'est le village concurrent dans cette émission, puisque vous allez défendre le village d'où vous êtes, qui s'appelle comment? Il s'appelle Enmelen. Enmelen. Et puis il se retrouve au bord de la mer Bering. D'accord. Oui, juste plus au sud du Providenia, voilà. Plus au sud de Enourmino. Alors, nous y serons tout à l'heure, mais puisque nous étions à Enourmino, c'est vrai que ça nous avait permis de commencer à nous poser des questions. C'est vrai qu'il y avait encore une administration russe, mais on sentait en 93 qu'elle commençait déjà à se désengager, que la Sibérie ne l'intéressait plus, ou en tout cas plus pour une espèce de colonisation intellectuelle, voire politique. Et voilà le reportage que nous avions rapporté à l'époque. Après plus d'un demi-siècle de sédentarisation forcée, tous les enfants sont scolarisés. Attentifs, obéissants, besogneux, ils apprennent le russe et le calcul. Mais à quoi cela leur servira-t-il? Il n'y a pratiquement pas d'emploi au village et l'appartenance au peuple tchoukche est trop forte pour que quiconque envisage de s'exiler.
Des Nourmino, on peut téléphoner à Schmidt, le chef-lieu, distant de 300 km, ou même à Moscou. Le magasin vient de recevoir des chewing-gums américains et du corned beef italien. Mais est-ce bien de cela que les Tchouktches ont besoin? Faute de toute route, de toute voie ferrée, c'est l'hélicoptère qui est chargé d'apporter les vivres quand il n'est pas en panne. Personne ne monte jamais à bord. Pour aller où? Pour faire quoi? Le village vit replié sur lui-même et sécrète chaque jour sa propre pollution qui vient s'ajouter à celle des chiens d'attelage et aux résidus de mauvais charbon. Pour trouver de l'eau potable, il faut aller de plus en plus loin, en quête de neige pas trop noire, de trous d'eau pas trop contaminés. On ne vit pas vieux à Enormino, et personne ne s'en étonne. On va voir avec vous deux en particulier si les questions que je posais comme ça, tout à trac, il y a 7 ans, étaient déjà les bonnes ou si elles étaient complètement à côté de la plaque. Moi, ce que je voudrais demander quand même à Eric, en réalité, géographiquement, vous êtes à 800 km de là. Est-ce que, quand on est en Alaska, on parle de la Terre qui est en face? Non, on n'en parle pas beaucoup. C'est quand même séparé politiquement, je crois, de l'Alaska, puisque l'Alaska est devenu... appartient maintenant aux États-Unis. C'est tout américanisé là-bas. Et on n'en parle pas tellement, non. Et il n'y a pas de visite, pas d'échange, en tout cas, pas des Blancs, pas des White Anglo-Saxon Protestants. Non. Peut-être un petit peu des cousins, parce que ce sont des cousins de part et d'autre. Est-ce qu'il y a des visites des deux côtés du Bering? Oui. En principe, il y en a même passablement. Pendant la guerre froide, ces visites avaient été tout à fait interdites et les familles avaient été coupées les unes des autres à travers le détroit. Et c'est en 88, je crois, que on a autorisé le premier Friendship Flight par lequel les autochtones ont pu se rencontrer. Donc la première fois, c'était en avion. Mais depuis, la règle est que les autochtones, en principe, peuvent traverser le détroit pour autant qu'ils puissent prouver qu'ils ont des liens familiaux sans aucun visa. Alors ils le font dans leur petit bateau en peau, mais qu'ils savent très très bien manier sur une mer qui est tout de même dangereuse. Et alors c'est dans les régions frontalières évidemment qu'a lieu le plus grand trafic. L'Alaska est vaste, la Tchoukotka aussi. Mais ces contacts ont lieu. Il faut dire que du côté russe, ça n'est malgré tout pas aussi facile que ça en a l'air. Ouais. Oui, ce d'autant que pendant très longtemps, le fait d'avoir de la parenté de l'autre côté, c'était plutôt un mauvais point. Je crois que votre papa, Olga, venait à l'origine de l'autre côté, ou en tout cas d'une autre région, et que jusqu'à 1988-89, vous n'avez jamais même osé le dire, ni lui n'avait osé le dire. Oui, en fait, on devait cacher qu'il est esquimau. Donc, dans son passeport, il était marqué Tchouk, mais tout le monde dans le village savait qu'il est esquimau. Et après la mort de notre grand-maman, on a trouvé sa sœur en Alaska. C'était en grande joie, mais malheureusement, la grand-maman, elle n'a pas pu voir sa sœur, donc sa famille. Et il y a régulièrement les cousins, cousines qui vont rendre visite en Alaska pour avoir les contacts, comme avant. Mais c'est sûr, la coupure, on sent la coupure, que la famille était coupée en deux. Oui, alors qu'en fait, on est là sur une voie de passage. En fait, tous les Indiens d'Amérique du Nord, ceux qu'on appelle les Indiens, sont venus par là à travers le Bering, et certains se sont arrêtés quelques kilomètres plus loin. Donc, vous êtes cousins de la même évolution, même si ça s'est pas fait en quelques décennies. Je dis des bêtises? Un peu? Absolument pas, c'est bien ça. Donc le scénario, c'est que les Amériques ont été peuplées par cette région-là, qui est de loin le point de contact le plus proche. Il y a même d'ailleurs une époque à la fin des grandes glaciations où les continents étaient soudés, on pouvait passer à pied ferme, mais quand le niveau des mers est monté, ça n'a pas été un obstacle pour les autochtones qui se débrouillent très bien sur la mer pour passer d'un continent à l'autre. Donc actuellement, on conçoit cette région comme un cul-de-sac des deux côtés, c'est le cul-de-sac des continents.
mais c'est un héritage de la guerre froide qui, je l'espère, va changer bientôt, parce que de tout temps, ça a été un lieu de passage et un lieu très fécond de rencontres de culture. Culturellement, c'est très riche, l'histoire est très riche, et la région aussi a soutenu une vie humaine très importante, parce que les ressources maritimes sont importantes. Les gens mangeaient, on le verra, de la baleine, du morse, et il y en a en quantité, du saumon. Donc c'est une région qui est très propice à la vie humaine, malgré le climat qui est difficile. Et on continue, bien sûr, en particulier en Tchoukotka, à chasser et à pêcher, à chasser le morse, à chasser le renne lorsqu'il est sauvage. Et malgré tout, et on le sait, mais le cinéma l'a beaucoup dit, mais c'est vrai, il y a un rapport des natifs avec ce qu'on les Américains appellent les natives, des Indiens ou des Esquimaux, des Tchouks avec la nature, qui est très particulier, au point que ça fait partie de votre culture et même de la culture du chant. Et je voudrais, avant qu'on ne voit des images un peu dures de chasse, que vous nous expliquiez par la voix et par le geste quels sont les rapports des Tchouks avec l'animal avant qu'il ne le tue. Donc tout d'abord, on fait les rituels avant d'aller à la chasse pour demander la nature, de permission de prendre tout ce qu'on a besoin pour la vie. On ne prend jamais plus qu'on a besoin. Donc les chasseurs, surtout les chefs des équipes des chasseurs, eux, ils vont avec leur mère ou les familles, ils font à l'aube du soleil les rituels et après ils vont à la chasse. Et après avoir suivi l'animal, avoir tué, on fait aussi les rituels. On demande pardon à l'animal et après on le sacrifie pour nous. Et c'est tout un rite, tout un lien spirituel avec l'animal parce que on a un monde spirituel avec l'animal. On vit beaucoup avec la nature. Et ça, non seulement vous le faites, mais vous le chantez. Alors je vous laisse peut-être le soin de nous le montrer en réalité. Oui. Avec Alissa, tu y vas, Alissa, aussi? Oui. Bien. N'hésite pas, tu sais. Voilà. Le renne blanc. Il y a très très longtemps, quand la terre n'était pas la même qu'aujourd'hui, les animaux vivaient ensemble avec l'homme. C'était une famille. Et là, il avait deux frères, l'homme et le renne blanc. Ils étaient frères. Ils avaient tout. La terre, on lui a donné tout. Mais un jour, le malheur est arrivé, le soleil a tellement brûlé, tellement brillé, il a tout brûlé. Et après, le froid qui est venu, qu'on n'a jamais vu le froid. Et le renne blanc a vu que l'homme, il souffre. Il dit, prends mon corps, utilise mon corps, mange ma viande. Et la peau, tu vas utiliser comme protection du froid. Je serai utile pour toi et ce sera un grand honneur pour moi d'être utile pour toi, l'homme. L'homme, il a refusé. Il ne peut pas tuer son frère. Mais le renne, il a insisté. Et l'homme, il a accepté le choix du renne. C'est pour ça, chaque année, nous avons une fête. La fête, elle s'appelle la fête du petit renne. Où, au mois d'août, toute la famille se réunit dans la toundra vers les Yaranga. On fait beaucoup de cérémonies, beaucoup de rituels pour honorer le renne blanc, pour remercier le renne blanc et demander pardon qu'on utilise son corps. Korangi, le renne, ici dans mon cœur, comme le soleil.
Et voilà, le soleil s'élève, le troupeau de rennes, il arrive. Et la femme, elle se retrouve dans le yaranga. Et le feu. Elle prépare le feu sacré en frottant le bois. Elle le nourrit, le feu. Et voilà la fête qui commence. On peut commencer la fête pour le renne blanc. Merci beaucoup. Pierre-William Henry, vous êtes allé dans ces régions et vous avez même publié un gros bouquin en russe et en anglais, mais avec vos photos. Alors, je vous demanderai quand même de me dire si un occidental qui reste plus longtemps que nous ne sommes restés, nous, arrive à se fondre dans la nature, comme ça, et à avoir de vrais rapports avec ces gens qui vivent tellement différemment. Alors, je ne sais pas si on arrive à avoir des vrais rapports. Disons, de mon côté, j'ai l'impression d'en avoir eu de très très bons. J'ai vécu une quinzaine de jours, voire 3 semaines dans le petit village d'Enmelen pour le compte de Médecins du Monde qui avait justement un dispensaire à soutenir là-bas. Et c'était très, très intéressant parce qu'ils ont assez rarement des visiteurs. Et puis j'étais un tout petit peu, c'est vrai, l'attraction là au milieu. On savait exactement ce que je faisais. Ils étaient même étonnés de me voir couché sur le terrain au milieu du village à regarder la mer le matin alors que tout le monde était encore dans ces maisons. Je crois que vous avez aussi assisté à la chasse aux morses et on va voir quelques images qui sont peut-être un peu dures, mais ce sont celles de la vie du lieu. Et je crois qu'il serait intéressant de les voir et je vous laisserai les commenter. La caméra woman, c'était Olga. Alors c'est elle qui a laissé la date 1998 dessus. Le résultat, c'est que l'image porte une date en permanence, mais ça n'a pas grande importance eu égard à la qualité du document. On regarde. Et on peut le commenter, là, Olga, on est à proximité d'Enmelen. Oui, ça c'est les montagnes d'Enmelen. Et puis là, c'est mon cousin qui est chef d'équipe de chasseurs, qui tient le harpon et qui dirige la chasse. Alors là, on part spécifiquement à la chasse aux morses ou on attrape ce qu'on trouve? Là, c'est des morses. Oui. Ouais, c'est des morses qui étaient juste en passage devant Enmelen. Et les chasseurs ont vu déjà depuis le terrain qui sont au passage. Donc il fallait vite aller de les rejoindre. Et voilà, on les a... Alors là le morse est pratiquement inerte, il est déjà mort. C'est le harpon qui l'a tué ou est-ce qu'on se sert aussi de fusil? D'abord c'est le fusil. Il faut le paralyser. Oui. Voilà, il faut le faiblir. Et puis après, il faut le harponner et puis mettre la bouée pour qu'il tient sur la surface. Et ensuite, on le ramène, on le ramène au bord. Et ça va être, je dirais pas la fête, mais c'est nécessaire. Les gens vont venir prendre leur part parce qu'ils en ont besoin. Oui, ils vont se servir de la viande. Avant, c'était pour majorité de viande qui était pour les renards, mais maintenant la ferme de renards est fermée chez moi, donc c'est surtout pour les gens qui vont se servir. Et pourquoi? Parce que c'est une viande très, très grasse, qui permet de se battre contre le froid en hiver, ou on la conserve cette viande? Puis surtout avec la viande de morse, on prépare les morceaux, on sort de roulés de viande pour l'hiver. On roule la viande, puis après on met au frigo naturel. Donc on creuse dans la terre le trou, puis c'est le frigo naturel. Et puis pendant l'hiver, on se sert de la viande. Oui, parce qu'on peut rappeler qu'on est dans une zone dite de permafrost, c'est-à-dire qu'à partir de 15, de 20, d'un mètre, en tout cas de 20 cm, peut-être d'un mètre, c'est gelé en permanence. Ouais. Vous, avec le recul, vous vivez maintenant
en Suisse, et depuis longtemps. Quand des gens, et ça sera peut-être le cas demain, vous disent en voyant ces images, c'est horrible, on ne devrait pas montrer ça. Je les comprends, mais pour nous, c'est notre nature. On a pris tout ce qu'on a besoin pour se nourrir, pour survivre dans le climat comme chez nous. Et ici, c'est tout caché. C'est la même chose avec la viande de bœuf. Où les chasseurs, en automne, ils vont chasser ici aussi, mais c'est pour plaisir. Puis chez nous, on ne chasse pas pour plaisir, c'est pour vivre. Alors la chasse, justement, quelques images, elles sont plus classiques, plus traditionnelles. On connaît la chasse aux rennes, mais ce sont des images qui nous sont parvenues au début de l'année et qui montrent tout de même qu'il y a maintenant un risque à ce que le renne disparaisse de plus en plus. Des images qu'on va voir dans quelques instants d'une chasse aux rennes en Tchoukotka. Donc vous allez peut-être même reconnaître les lieux. Attendez. Non, ce n'est pas à Enormino, ça. Je ne crois pas. Vous croyez que c'était Enormino? Je ne crois pas. Il n'y a pas la montagne en face. Elles nous sont parvenues par des réseaux internationaux d'images, donc il n'est pas possible de dire avec précision. Mais voilà, voilà les troupeaux de rennes. Ils sont sauvages, complètement sauvages, en partie domestiqués. Comment ça se passe? Nos rennes sont mi-sauvages, mi-domestiqués. Donc, les éleveurs de rennes, ils les guident où ils vont aller, mais ils ne s'approchent pas vers l'homme, les rennes. Mais ils appartiennent à quelqu'un ou ils appartiennent à la collectivité? La moitié, il appartient à l'État, et puis la majorité aussi, c'est de gens qui vivent chez nous, des familles, des éleveurs de rennes. Vous avez assisté aussi à des... fréquemment? Peu, parce qu'il faut aller dans la toundra pour voir ce genre de choses, et c'est plus difficile à organiser, mais j'ai vu des fêtes traditionnelles, celles que décrivait Olga, le petit renne qu'on sacrifie, et c'est une des principales sources de subsistance en fait en Sibérie et dans toutes les régions nordiques. Le renne est un animal extraordinaire. Oui, on voit qu'en fait, là, en hiver, on n'a même pas besoin de l'enfouir. Hein. On tue le renne et il est immédiatement surgelé. On peut le découper en tranches et le garder pour toute la saison. Hein, c'est à peu près ça. Absolument, oui. La pollution commence à être inquiétante. On en parle, je l'évoquais tout à l'heure, à proximité des villages, mais c'est vrai qu'il y a eu une industrialisation qui est en partie retombée pour l'instant. Est-ce qu'il y a un vrai danger de ce côté-ci ou pas, du côté de la pollution, ou c'est plutôt un danger économique d'abandon? Non, le danger de la pollution est très grand, mais il varie énormément. La Sibérie est énorme, tout le monde le sait, mais ce danger-là varie énormément selon les régions de la Sibérie. Plutôt, les grandes zones de développement industriel sont plus près de la Russie métropolitaine, par exemple la région d'Yamal, où on exploite le pétrole, les régions où on a fait des essais nucléaires. La Tchoukotka est un peu épargnée, mais malgré tout, on a de gros problèmes de pollution. Et il faut dire que les écosystèmes arctiques sont particulièrement vulnérables à la pollution parce qu'ils se régénèrent très lentement. Les lichens, par exemple, repoussent très lentement. Alors quand ils accumulent des éléments radioactifs, ça demeure dans le sol pendant des dizaines d'années. Alors, puisqu'on en est au lichen, on poursuivra la discussion encore tout à l'heure, parce qu'on a plein de choses à se dire. Puis je voudrais bien avoir aussi les réactions d'Éric à ce monde que vous découvrez, j'imagine. Hein? Plus ou moins. Bon, on a un peu les mêmes systèmes. Pour, par exemple, congeler les poissons, on fait la même chose en Alaska. On creuse un trou dans la terre et on peut mettre congeler les poissons en réserve pour l'hiver. Ceux qu'on voyait l'autre jour que vous donniez à manger, ils avaient été congelés comme ça? Ouais. Parce que oui, c'est vrai qu'en Alaska, le permafrost est aussi... Enfin, le gel est à 1 mètre de profondeur, combien? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mousse d'une 30-40 cm, ce qui fait que même l'été, la terre elle reste gelée après cette mousse, parce que ça fait un peu isolation jusqu'à la terre, et après la terre reste plus ou moins gelée toute l'été. Des mousses et des lichens, je vous le disais, on va continuer la discussion, mais je vois un œil qui bouge là-bas et une renoncule qui palpite. Maurice Rieder, venez nous parler un peu des fleurs du Grand Nord.
Voilà, alors oui, les renoncules ne sont pas particulièrement du Grand Nord, bien entendu. C'était uniquement pour la couleur, j'imagine. Pour la couleur. Oui. Il y a un fond de lichen. Lichen, vous connaissez, je pense, Eric, où on le trouve à peu près partout, à partir du nord. Et puis les bouleaux, qui est un arbre extrêmement implanté un peu dans tout le nord. Et puis les renoncules, qui représentent un peu ces flocons de neige qui tombent à peu près toute l'année dans ces régions. Si j'ai amené les lichens, c'est pas seulement pour vous rappeler votre long voyage, c'est aussi parce que je trouve qu'il y a un certain rapport de symbiose. On l'a vu pendant cette semaine, entre vos chiens et vous, il y a une totale symbiose, c'est-à-dire que les chiens apportent des éléments indispensables qu'elles véhiculent et vous leur apportez la nourriture et l'affection. Le lichen, c'est identique. Le lichen est la seule espèce au monde il y en a 18 000 sortes de lichen, donc quelques-uns dans le nord, qui vit en symbiose. C'est un champignon et une algue qui vivent en symbiose totale, c'est-à-dire que le champignon, ne pouvant pas faire d'assimilation chlorophyllienne, utilise les sucres de l'algue. L'algue lui fournit les sucres. Par contre, le champignon fournit l'humidité. C'est donc une symbiose totale. Et la reproduction se fait que en symbiose totale. C'est donc un exemple de symbiose telle que vous nous l'avez montré cette semaine. Puis il y a encore autre chose qui est plus proche de vous aussi, qui symbolise un peu vous, c'est que le lichen n'a pas de racines. Je crois que vous nous avez montré que vous n'aviez pas de racines, ou alors elles sont implantées dans les neiges du Groenland. Et puis... d'Alaska, pardon. C'est donc une forme d'expression qui m'a fait penser à vous, qui est alors typiquement nordique. Merci Maurice. Mais votre lapsus n'aura pas été inutile à propos du Groenland, puisque nous avions commencé tout à l'heure au Groenland. Et je voudrais qu'on termine, enfin on a encore quelques minutes, mais qu'on termine en élargissant un petit peu autour, je ne dirais pas de la politique, mais enfin des choix philosophiques pour le Grand Nord. Quel est son avenir? Est-ce que c'est sous la tutelle, comme c'est le cas de l'Alaska, d'un grand pays comme les États-Unis? Je ne dis pas que c'est une tutelle, c'est une présence, mais où est-ce que l'autonomie a une quelconque chance? Alors on a vu que le Nunavut a pris naissance il y a moins d'un an maintenant, dans le grand nord-est du Canada. Et puis, d'autre part, il y a le Groenland, qui est quand même très, très autonome. Je vous propose qu'on voit quelques images du Groenland que j'avais rapportées d'Ilulissat, et puis qu'on les commente en nous demandant si c'est bien ça l'avenir des petits peuples du Nord. Voilà le drapeau d'abord, le soleil renversé, la nuit et le jour, l'été et l'hiver. Puis voici les chiens. Les chants sont des chants du Groenland. On est loin pourtant, là on est à 6000 km. Au moins 6000 km. Est-ce que vous Olga, vous reconnaissez dans cette musique qui est groenlandaise? Ah oui, ça me chante déjà. Parce que chez nous, on chante à la même manière. Donc vous voyez, on est loin, mais on est à la même distance du pôle d'une certaine manière. Et je ne sais pas si vous avez vu cette image à l'instant de modernité. Il y avait un distributeur automatique de billets. Voici des billes qu'évidemment on trouve sans doute pas, en tout cas pas aussi luxueuses en Sibérie. Les gamins se ressemblent, hein, ils ressemblent aux gamins qu'on voyait tout à l'heure à Inuamino. Oui, il y a de très grandes affinités dans les modes de vie, dans la culture, absolument, dans les manières d'être. Ça, c'est dans le petit port d'Ilulissat. Et ben, c'est pas pour revendre, hein, c'est chacun prend sa part. C'est du phoque, là. Il n'y a pas de phoque chez vous? Si aussi. Phoques, ouais. Toutes sortes de phoques. Et puis on exporte, voilà le flétan, c'est l'un des meilleurs flétans du monde, celui du Groenland. Voilà, c'est quelques images pour parler de cet exemple, non pas pour parler du Groenland en tant que tel, mais pour nous demander si... la Tchoukotka, en théorie, est aussi une région autonome. Mais est-ce que cette autonomie est réelle? Est-ce que c'est apporter quelque chose? Finalement, certains souhaitaient le retrait des Russes présents, certains sont repartis. Il paraît que notre docteur est mort, on a retrouvé avec ses bottes. Voilà. Oui, mais d'autres sont partis de manière moins violente. Mais petit à petit, les Tchouks restent entre eux. C'est ce qu'ils souhaitent, ou est-ce qu'il y aurait encore besoin d'une aide extérieure? Actuellement, le retrait se produit, c'est ce que vous évoquiez dans vos images d'il y a 8 ans, vous me demandiez si elles avaient une certaine actualité.
elles en ont une. Vous voyez déjà très bien à cette époque-là que la Russie réduisait ses engagements dans le Grand Nord simplement parce qu'il s'était trop étendu économiquement et que la Russie n'a plus les moyens. Et aussi peut-être que ça n'est pas très rationnel que d'exploiter le Nord de cette manière-là. Les autochtones le font de manière très écologique. On voit qu'ils se nourrissent des ressources de la région. Quand on vient du sud, c'est avec toute la technologie, ça coûte très cher et parfois ça n'est pas rentable. Et les autochtones, évidemment, je crois, sont contents du fait que la pression commence à diminuer, mais en même temps, ça crée une situation qui est temporairement très difficile pour eux, parce que, comme vous le disiez, les médecins sont partis, certains sont morts, les enseignants partent aussi, et la Russie, par exemple, malgré la rhétorique, n'avait pas vraiment suscité les vocations, former les autochtones, de manière à ce que l'auto-administration soit immédiatement possible au retrait des Russes. Olga, je vous interromps un instant. Olga, je ne voudrais pas que nous terminions cette émission sans vous réentendre encore une fois. Il nous reste quelques instants, quelques secondes. Je vous demande de regagner ici. On va, dès que vous êtes en place, nous vous cédons la parole et la voix et le geste. Comme toutes ces émissions, elles sont toujours trop rapides. En attendant qu'Olga soit tout à fait prête, je voudrais, Eric, vous demander, vous remercier d'avoir été là avec nous. Vous étiez un peu le spectateur aujourd'hui, hein. Vous étiez silencieux par obligation, alors que d'habitude c'est plutôt par goût. Demain, vous serez aussi avec nous et nous recevrons Nicolas Vanier, un coureur du Nord. Mais nous terminons, et je remercie tout un chacun, nous terminons maintenant, bien sûr, avec Olga et avec Alissa. Merci à tous. Alissa. Son nom tchouk c'est Keonyeut et son nom esquimau c'est Nutaralik. On chante ensemble pour la chanson Atao. Merci beaucoup.